Bonjour, dans cette séance, on va continuer l'étude de la reproduction sexuelle chez l'homme. Après avoir étudié l'organisation des appareils génitaux, mâle et femelle, ça veut dire chez l'homme et chez la femme. Donc on passe maintenant à la deuxième partie concernant la mise en évidence des fonctions des organes génitaux, soit chez la femme, soit chez l'homme. Donc, découvrons les fonctions des organes reproducteurs, soit chez la femme et chez l'homme. Commençons par les gonades, les rhodetes, qui sont représentés par les testicules et les ovaires. Donc, pour mettre en évidence ces fonctions-là, les rôles ou bien les fonctions des testicules et des ovaires, on va analyser les résultats des expériences réalisées sur des souris adultes. Donc, commençons par le mâle, ça veut dire l'homme. Donc, première expérience, suivant le tableau suivant, c'est une ablation des deux testicules chez une souris mâle adulte. Qu'est-ce que c'est ablation? C'est castration. Ça veut dire enlever les deux testicules. On l'appelle castration. Résultat, après un certain temps, apparition d'une stérilité, yani l'uqm, elles sont incapables de se reproduire. Et deuxième résultat, c'est régression des caractères sexuels secondaires et des organes génitaux. Taraju' dire sifat al-bulugh, et l'absence du comportement sexuel envers la femelle. Que peut-on conclure? Donc, interprétation, les testicules dans ce cas-là, puisqu'il y a stérilité, donc ils sont responsables de la production des gamètes mâles, qu'on appelle les spermatozoïdes, et sont aussi responsables des caractères sexuels secondaires qui apparaissent à l'âge de la puberté et le comportement sexuel. Donc, deuxième expérience, on procède à un greffage des testicules à une souris mâle castrée dans un autre endroit du corps. Greffage, يعني التطعيم. يعني زرع الخصيتين في مكان آخر من الجسم. Donc, résultat, toujours la stérilité, puisqu'ils sont castrés, et de plus, il va y avoir ainsi réapparition des caractères sexuels. Donc, pendant la castration, on avait observé régression, taraja'. Ici, il y a réapparition, يعني ظهور أو الاستعادة. Donc, des caractères sexuels secondaires et croissance des organes génitaux. Et aussi, réapparition du comportement sexuel envers le partenaire. Interprétation, il paraît ici que les testicules produisent des substances qui agissent à distance sur des organes. Et ces substances, puisque les testicules ils sont greffés loin des organes de l'appareil génital. Expérience 3. Castration, puis injection d'extrait. Donc, on extrait des éléments, des substances de ces testicules, puis on les injecte pour ces souris castrées dans le sang. Résultat, donc la stérilité persiste toujours, mais il y a réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel envers la femelle et de plus développement des organes sexuels. Donc, les testicules produisent des substances chimiques, puisqu'on l'a injecté dans le sang. Donc, ces substances chimiques, on les appelle des hormones, qui agissent à l'aide du sang, mais à distance. Pour chez la femelle, les mêmes expériences, ça veut dire on va enlever les ovaires de la même façon. Donc, on va résumer ici. Ablation des ovaires, on l'appelle ovariectomie. Chez l'homme, on l'appelle la castration. Chez la femelle, on parle d'une ovariectomie. Donc, les résultats, c'est la stérilité, l'uqm, la régression des caractères sexuels secondaires et absence du comportement sexuel vers le partenaire. Donc, ici, on peut conclure que les testicules produisent les gamètes mâles, ça veut dire les gamètes femelles. Puis deuxième expérience, ovariectomie, puis greffe d'ovaires sous la peau. Donc
greffe d'ovaires sous la poche chez les souris femelles sont ovaires, donc toujours il y a stérilité ou bien infertilité, et puis les caractères sexuels secondaires, ils vont réapparaître, et aussi le comportement sexuel vers le partenaire, ça vers le mâle. Troisième expérience, on injecte des extraits des ovaires dans le sang des souris sont ovaires, toujours l'infertilité ou bien la stérilité persiste, et il y a réapparition des caractères sexuels secondaires et des comportements sexuels. Donc, conclusion, on va résumer ça. Donc, les ovaires produisent les gamètes femelles, ça veut dire les ovules. Ils sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires, et produisent des substances qui agissent à distance sur les organes et produisent ces substances chimiques appelées les hormones. Ce sont des hormones. Donc, les ovaires, elles ont double fonction, production des gamètes femelles et production, bien sécrétion des hormones. Conclusion. Donc, chez le mâle, les testicules ont deux fonctions, ce qui est à retenir. Donc, les testicules ont deux fonctions. La production des gamètes mâles, ça veut dire les spermatozoïdes, d'une façon continue, depuis la puberté jusqu'à la mort. Et deuxième fonction, c'est la sécrétion des hormones mâles appelées testostérone. Donc, l'hormone mâle, on l'appelle testostérone. C'est cette hormone-là qui est responsable du développement des organes génitaux et l'apparition des caractères sexuels secondaires, et même le comportement sexuel. Donc, chez la femelle, les ovaires aussi ont deux fonctions. La production des gamètes femelles, ça veut dire les ovules, mais d'une façon cyclique. Ce n'est pas continu comme chez le mâle, cyclique. Depuis la puberté, jusqu'à la ménopause. La ménopause, c'est l'âge où la femme s'arrête de produire des ovules et par conséquent, elle arrête de se reproduire. Donc, la ménopause, entre 45 et 50 ans, en moyenne. Deuxième rôle des ovaires, c'est la sécrétion des hormones sexuelles femelles. Et on a deux sortes d'hormones, les estrogènes et le progestérone, responsables du développement des organes génitaux et l'apparition des caractères sexuels secondaires chez la femelle. Donc, c'est comme les testicules. Donc, les testicules et les ovaires ont deux fonctions, production des gamètes et sécrétion des hormones. Sécrétion des hormones, c'est pour cela qu'on les appelle, qu'elles représentent des gonades. Ce sont des gonades ou des glandes. Deuxième, après les glandes, les gonades, maintenant les glandes sexuelles annexes. Donc chez l'homme, elles sécrètent le liquide spermatique. Donc les testicules produisent les spermatozoïdes, mais les glandes sexuelles annexes produisent le liquide, ça veut dire le sperme. On trouve chez l'homme trois glandes, ce sont les vésicules séminales, la prostate al-mawthah ou les glandes de Cooper, Rodin de Cooper. Donc les vésicules séminales assurent la sécrétion des liquides entrant dans la composition des spermes, donc ils sécrètent un liquide qui entre dans la composition des spermes en produisant un liquide riche en fructose. Riche en fructose, c'est un sucre, donc ce sont des aliments nutritifs pour nourriture des spermatozoïdes. La prostate al-mawthah sécrète un liquide laiteux, il ressemble au lait, ça veut dire il est blanc, qui fait diminuer la viscosité des spermes pour faciliter le déplacement des spermatozoïdes dans le sperme. Les glandes de Cooper se trouvent à la base du pénis, donc le liquide qu'il sécrète est libéré dans l'urètre. L'urètre, c'est un conduit commun entre le sperme et l'urine, donc juste avant l'éjaculation, car l'urine elle peut laisser des traces d'urine qui sont acides. Donc, les glandes de Cooper, ce liquide sécrété par les glandes de Cooper, elle va neutraliser l'acidité des traces d'urine dans l'urètre. Donc, ça, ce sont les glandes sexuelles annexes.
Chez la femme, nous avons deux types de glandes annexes. Les glandes au col de l'utérus, donc ici, lors de l'ovulation, l'ovulation, ça veut dire la période ou le jour de la période de la pointe de l'ovule. Il sécrète dans un mucus limpide pour faciliter l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus après leur éjaculation au fond du vagin par le pénis. Donc ici, puisqu'il y a ovulation, donc il peut y avoir fécondation, donc cette sécrétion-là, elle va faciliter l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus. Hors l'ovulation, elle sécrète un mucus très visqueux pour arrêter les spermatozoïdes dans le col. D'accord? Les glandes de Bartholin, elles sécrètent une substance liquide pour faciliter muqueuse, faciliter l'introduction des pénis dans le vagin pendant la couplum. Donc ça, c'est pour la femme. Comparaison entre les gamètes mâles et les gamètes femelles, ça veut dire entre les spermatozoïdes et les ovules. On a vu ça chez les animaux. Donc, on va passer vite. Donc, ici, vous avez ici des spermatozoïdes, ici l'ovule. Donc, d'après cette photo-là, il paraît que l'ovule est plus grande que les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, de point de vue nombre, ils sont très fréquents, tandis que les ovules sont le nombre des ovules est très bas. Donc voilà la forme, elle est longue, donc elle est sphérique. C'est l'ovule, les spermatozoïdes, ils ont une forme allongée. Voilà le tableau. Donc pour la forme spermatozoïde allongée, ovule sphérique, le nombre très élevé chez les spermatozoïdes, ovule, nombre très bas. Les réserves sont rares chez les spermatozoïdes parce que le cytoplasme, il est occupé par un gros noyau. Et pour l'ovule, donc le cytoplasme, il est riche, il est grand et volumineux, et puis il contient une très grande quantité de réserves. Ça veut dire d'éléments nutritifs. C'est pour cela que les spermatozoïdes ils se trouvent dans un liquide qu'on appelle le sperme. La mobilité, donc les spermatozoïdes sont des cellules mobiles grâce au flagelle, on a vu ça, et pour les gamètes, elles sont immobiles, donc elles ne peuvent pas se déplacer. Donc voilà la comparaison. On avait parlé que l'appareil génital, ou bien l'activité de l'appareil génital chez la femme, elle est cyclique. C'est pour cela on va passer maintenant au troisième chapitre concernant l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. Comment fonctionne l'ovaire et comment fonctionne l'utérus. L'ovaire, comme on avait vu, il produit l'ovule, les gamètes femelles, et l'utérus, c'est là où se développe l'embryon génique. Donc l'activité de l'ovaire et de l'utérus est cyclique, daouriya, constituant un cycle appelé cycle sexuel d'une durée de 28 jours. En moyenne. L'ovaire, donc nous avons de 1 jusqu'à 28. L'ovaire, pendant ce cycle, est caractérisé par la pente de l'ovule. Donc, on l'appelle cette période-là, cette fonction, c'est l'ovulation. Ce phénomène, c'est l'ovulation. L'utérus est caractérisé par les règles, qu'on appelle les menstruations. Donc, l'ovaire caractérisé par l'ovulation et l'utérus est caractérisé par les menstruations. Donc, on va parler plus tard du cycle de l'ovaire, c'est le cycle ovarien, et après, le cycle de l'utérus, on l'appelle le cycle utérin. Donc, le cycle ovarien, le cycle de l'ovaire. Donc, voilà. Donc, nous avons ici le cycle de 28 jours, de 0 à 14, 14-28. Donc, la fille, à la naissance, elle possède dans l'ovaire des follicules, il y a les jouribètes, et ces follicules, ils contiennent dedans des ovules. Alors, chaque cycle sexuel ou bien cycle ovarien, depuis le début du cycle, un follicule commence à croître, et lorsqu'il devient mûr, le 14e jour, il va libérer
l'ovule. On appelle cette période-là l'ovulation. Après que l'ovule quitte le follicule, le reste du follicule constitue ce qu'on appelle le corps jaune. Il continue jusqu'à 28 jours et on verra quel est son rôle. Donc voilà, le cycle ovarien, il est caractérisé par ponte de l'ovule, ça veut dire ovulation, le 14e jour, avec la demi-période du cycle ovarien. Les ovaires possèdent à la naissance des follicules immatures, ils ne sont pas mûrs, contenant chacun un ovule. Donc le cycle ovarien se divise en deux. C'est une phase séparée par l'ovulation. Donc voilà, de 0 à 14, on l'appelle phase folliculaire. Phase folliculaire, elle est caractérisée par la croissance des follicules. Depuis 14 après l'ovulation, donc c'est une phase lutéique et elle est caractérisée par le corps jaune. Donc, le cycle il se divise en deux phases séparées par l'ovulation. L'ovulation se produit le 14e jour. La phase folliculaire qui se distingue par le développement du follicule pour arriver à maturité le 14e jour. La phase lutéinique, elle commence du 14e jour, elle débute juste après l'ovulation, ça veut dire après 14, durant laquelle le follicule mûr libère l'ovule et se transforme en corps jaune. Le cycle utérin de l'utérus. Donc, on a dit qu'elle est caractérisée par les menstruations. La paroi de l'utérus est formée de deux couches. Et voilà. Donc, formée de deux couches, le muscle utérin qu'on appelle myomètre, le voilà, celui-là, et la muqueuse, celle-ci, à l'intérieur, dans la cavité de l'utérus, on appelle l'endomètre. Donc, c'est la poche utérine. Ici, ce sont les trompes. Ici, c'est l'ovaire. L'endomètre, c'est la muqueuse supérieure, la couche supérieure. Et c'est le myomètre, c'est le muscle. Il se trouve sous la muqueuse. Et voilà ici le col de l'utérus. Que va-t-il se passer? Que se passe-t-il au cours du cycle utérin? Voilà l'appareil génital de femelle vu en avant, de face. Donc, il y a ici un cycle utérin aussi de 28 jours. Donc, il est simultané avec le cycle ovarien. Donc, de 1 à 5 environ, il y a ici les menstruations. Ça veut dire rejet du sang, les wadam al-hayd. Après, vous allez comparer ici la muqueuse, donc c'est la muqueuse qui a été rejetée, la muqueuse supérieure. Après, la muqueuse, elle va se développer jusqu'à la fin du cycle sexuel, le cycle utérin. Donc, il y a ici développement de la muqueuse utérine pour préparer l'arrivée de l'œuf fécondé pour nidation. D'accord? Donc, c'est l'utérus. Au cours de ce cycle, ça veut dire au cours du cycle utérin, la muqueuse utérine subit des modifications suivantes. Le premier jour de la partie supérieure de la muqueuse commence à se fragmenter. Et les débris sont rejetés dans un écoulement de sang qui dure de 4 à 5 jours, qu'on appelle les menstruations. D'accord? Donc, de 1 à 5 jours du cycle sexuel, ovarien ou bien utérin, ce sont les règles, les menstruations. Ça veut dire rejet des sangs qui contiennent les débris de la muqueuse. La phase, donc ici nous avons deux phases. Phase post-menstruelle,
Du 5e jour au 14e jour, il y a épaississement progressif de la mycose. Épaississement, ça veut dire augmentation de l'épaisseur. هناك تبدا تكبر la mycose من جديد كتعاود. Et prolifération des vaisseaux sanguins, كثافة ديال الشعيرات الدم كيكون الدم تما كثير. Et les vaisseaux sanguins. Et un développement des glandes en tube, Roded Olboubia, on verra, et sert pendant la nidation. La phase, donc, c'est du 5e au 14e jour. Deuxième phase, c'est la phase pré-menstruelle. Ça veut dire avant les menstruations qui vont venir au futur, après. La phase pré-menstruelle, du 13e jour, 14e jour, jusqu'au 28 jours, dernier jour du cycle. La muqueuse s'épaissit, donc davantage, et atteint son maximum. Donc elle est très épaisse. Donc elle atteint son maximum. Les glandes en tube deviennent longues et plus sinueuses. Tout ceci se prépare l'arrivée de l'œuf. Quelle est la relation maintenant entre le cycle ovarien et le cycle utérin? Puisque l'ovaire, on avait vu qu'il sécrète des hormones, les estrogènes et les progestérones, est-ce qu'il y a une relation entre ces deux organes, l'ovaire et l'utérus? Donc, pour comprendre la relation entre l'ovaire et l'utérus, nous allons interpréter les résultats suivants. Expérience chez les souris, toujours. Ablation des ovaires d'un rat femelle adulte. Résultat, absence du développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Donc, ils ont enlevé les ovaires chez une femelle, ils ont remarqué qu'il y a absence du développement normal de la muqueuse utérine. Donc, il paraît qu'il y a une relation entre les ovaires et le développement de la muqueuse. Deuxième expérience, injection des hormones ovariennes, ça veut dire les estrogènes et les progestérones, à une femelle sans ovaire. Résultat, redéveloppement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Conclusion, l'ovaire est responsable du développement de la muqueuse utérine et les menstruations. Donc, المربيض هو اللي مسؤول على هذا. Développement de la muqueuse et les menstruations اللي هو دم الحيض. Comment ça? Donc, comment agit l'ovaire sur l'utérus? Au cours du cycle sexuel, l'ovaire sécrète deux hormones sexuelles. On avait vu ça, les estrogènes et les progestérones, qui contrôlent par voie sanguine le développement cyclique de l'utérus. Donc, le développement cyclique de l'utérus, il est sous contrôle de l'ovaire à travers les hormones qu'il sécrète, qui sont les estrogènes et progestérones. Donc, quel est le rôle des estrogènes et quel est le rôle de la progestérone? Voilà un cycle. Donc, nous avons ici les jours de 1 à 28. De 1 à 5, ce sont les règles, les menstruations. On appelle cette phase de 1 à 14, comme on avait dit précédemment, c'est la phase folliculaire. Et de 14 à 28, c'est une phase lutéinique. D'accord? On va maintenant observer la relation de ce cycle avec la sécrétion des estrogènes et des progestérones. Vous allez remarquer ici dans le deuxième document ici, deux courbes, la courbe des estrogènes, ici le temps, ici le taux, le niveau, et ici la progestérone. Vous voyez que les estrogènes sont produits durant la phase folliculaire et arrivent à maximum pendant l'ovulation. D'accord? Tandis que progestérone ici, elle est presque stable. Mais il y a production, mais une faible quantité. Mais quand va-t-il augmenter? À partir de l'ovulation, le taux de progestérone va augmenter. Pourquoi? Parce que ici, le follicule, il a libéré l'ovule et dans ce qu'on appelle le corps jaune. Donc, les progestérones sont sécrétés par le corps jaune et les estrogènes sont sécrétés par les follicules.
Mais les follicules aussi sécrètent ici, on voit ici des progestérone de faible quantité, et même ici pour les estrogènes. Donc, pendant la phase folliculaire, les follicules sécrètent les progestérones et, et pendant la phase lutéinique, ça veut dire entre 14 et 28, elles sécrètent de la progestérone. Donc, c'est l'évolution des hormones sexuelles au cours d'un cycle ovarien. Donc, il paraît ici qu'il y a une relation entre l'activité de l'ovaire et l'activité de l'utérus. Ça veut dire que c'est l'ovaire qui commande l'activité de l'utérus. Voilà. Ici, cycle ovarien, voilà, développement, croissance des follicules. Ici, il y a ovulation, ovule, ici, c'est le corps jaune. En parallèle, on voit que ici, au début du cycle, il y a rejet de la muqueuse, les débris de la muqueuse avec le sang, ce qui donne les menstruations, les règles. Après 5 jours, la muqueuse va commencer à se développer sous l'action des estrogènes sécrétés par les follicules. Pendant l'ovulation, le follicule se transforme en corps jaune, il va libérer la progestérone. Le rôle de la progestérone, c'est de bloquer les contractions de muscles utérins. D'accord? Jusqu'à la fin, ici. Voilà la muqueuse, elle est très développée. Donc, s'il y a fécondation, donc il peut y avoir grossesse. Sinon, s'il n'y a pas fécondation, cette muqueuse-là, elle va se détériorer. Et donc, il y a destruction ici de cette muqueuse. Elle va donner de nouvelles menstruations ici pendant le cycle suivant. Interprétation pendant la phase folliculaire, ça veut dire de 1 à 14, le follicule mûr sécrète en quantité croissante des estrogènes qui stimulent le développement de la muqueuse utérine. Donc, ce sont les estrogènes qui stimulent le développement. Lors de la phase lutéinique, ça veut dire entre 14 et 28, après l'ovulation, le follicule mûr libère l'ovulation et se transforme en corps jaune qui sécrète la progestérone et surtout la progestérone et l'oestrogène. Quel est le rôle de la progestérone? C'est qu'elle agit sur le muscle utérin et bloque ses contractions dans l'attente d'une fécondation ou bien d'une nidation. Donc, s'il y a fécondation, donc il n'y aura pas de menstruation, pas de règles. S'il n'y a pas de fécondation, donc le cycle, il va commencer de nouveau. En absence de la fécondation, le corps jaune régresse. Le corps jaune, donc il disparaît progressivement, ce qui entraîne la chute progressive des taux hormonaux, surtout la progestérone, et par suite retour aux contractions du muscle. Parce que pendant la phase, avant la fin du cycle, le muscle utérin il est bloqué par l'effet des progestérones. Alors, puisqu'il n'y a pas de fécondation ici, donc le taux de progestérone il va diminuer et par suite, et par conséquent, le muscle utérin va commencer à se contracter et il y a chute progressive de la muqueuse formée et apparition des règles, ce sont les menstruations et c'est le début d'un nouveau cycle sexuel. Donc voilà cette partie-là. Dans le chapitre suivant, dans une nouvelle vidéo, on va parler de la fécondation pour poursuivre la reproduction chez l'homme. Merci de votre écoute et au revoir.